Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition d'Actuel consacrée à la mode. La période des défilés commence et avec elle cette question: où sont les femmes? Sur les podiums, on les voit en effet, mais en coulisses, les hommes qui dirigent les grandes maisons de couture sont beaucoup plus nombreux. Parmi les nouveaux grands noms de la mode, il n'y a que 2 femmes qui émergent cette saison et plus d'une dizaine d'hommes pour prendre la direction artistique de ces entreprises. Le temps des créatrices illustres comme Coco Chanel, Madeleine Vionnet, Elsa Schiaparelli, Vivienne Westwood ou encore Sonia Rykiel semble derrière nous. Un couturier exerce-t-il un autre métier qu'une couturière? On en parle avec notre invitée. Bonjour Saveria Mandela. Bonjour. Vous êtes journaliste mode, créatrice du podcast Les gens de la mode. Merci beaucoup d'être avec nous. Et on va commencer avec cette question sur les chaises musicales régulières qui ont lieu dans l'industrie de la mode et en particulier de la haute couture, avec ces changements à la tête des directions, les directrices artistiques des grandes maisons de couture, notamment un certain nombre de femmes qui se voient remplacées de plus en plus souvent par des hommes. C'est le cas récemment avec Maria Grazia Chiuri pour Dior et puis avec Virginie Viard chez Chanel, qui ont été remplacées respectivement par Jonathan Anderson et Mathieu Blasi. À votre avis, pourquoi est-ce que ces groupes de mode semblent préférer les hommes? Je crois que c'est un biais systémique plus large, ça ne concerne pas que la mode, c'est parce qu'ils sont plus nombreux, peut-être qu'ils savent se faire mieux voir à des moments donnés de leur carrière et donc ça se répercute quand on en arrive à un stade de carrière, dans la carrière du directeur artistique où on est célèbre et où on est embauché pour des postes importants. Toutes ces années d'entraînement à prendre de la place dans l'espace public et à être là au bon moment se retrouvent ensuite quand il s'agit de choisir une personnalité créative célèbre, et on a plus d'hommes que de femmes. Je vais peut-être me présenter comme quelqu'un de conservateur à travers ça, mais est-ce que finalement, on n'imaginerait pas qu'une femme serait plus à même d'habiller les femmes, qu'elle sait mieux ce qu'est une vie de femme, ce que c'est que de marcher avec des talons, ce que c'est de courir avec des courses, d'aller d'un endroit à l'autre pour récupérer les enfants? Est-ce que finalement, c'est pas plus simple d'avoir une femme pour habiller des femmes? Il y a des directeurs artistiques contemporains qui comprennent très bien tous ces aspects-là. Je pense notamment à Nicolas Di Felice chez Courrèges. Mais je vous rejoins totalement. On est peut-être conservatrice, mais bon, on expérimente le vêtement. Et c'est vrai que moi, en tant que cliente, peut-être pas en tant que professionnelle de mode, mais en tout cas en tant que cliente, je me retrouve avec des vêtements bien plus pragmatiques quand j'achète auprès de créatrices femmes comme Phoebe Philo ou Victoria Beckham que quand j'achète auprès de marques gérées par des créateurs hommes où ça va plus relever du vêtement spectaculaire, mais pas forcément pratique. Est-ce que ça veut dire que pour qu'une femme soit à la tête d'une maison de couture, il faut que ce soit sa maison de couture, que ce soit elle qui l'ait créée? Je trouve qu'actuellement, oui, on en est là et il y a davantage de directeurs artistiques positionnés dans les maisons de luxe. Il y a certes quand même beaucoup de directrices artistiques femmes, elles existent, elles sont peut-être moins visibles, mais elles existent. En revanche, ce qui est clair, c'est que la plupart d'entre elles sont à la tête de leur propre maison. Là, par exemple, le média professionnel Business of Fashion a fait les calculs. Pendant la Fashion Week de Paris, sur les 10 marques dont on parle le plus, seulement 3 sont gérées par des femmes et ce sont les 3 auxquelles ont fondé elles-mêmes. Stella McCartney, Victoria Beckham et Miu Miu pour Miuccia Prada. Donc il y a cet effet qu'on entend dans les discours féministes depuis des années de finalement quand on est une femme, il faut tout faire toute seule. Je vous propose qu'on écoute Audrey Millet. Elle est historienne spécialiste de la mode, autrice du livre noir de la mode aux éditions Les Pérégrines, sur ce que les femmes apportent justement en tant que créatrices. Elle est au micro de Jennifer Benbrahim. Les créatrices apportent aux femmes une liberté. Elles engoncent beaucoup moins le corps féminin que les hommes ne le font. Parmi ces femmes qui ont libéré les femmes, qui ont apporté quelque chose, à Sonia Rykiel, qui, avec ses petits gilets en maille, ses petites robes faciles à porter pour aller travailler, a véritablement libéré le corps et a permis aux femmes de marcher, de courir derrière le tramway, derrière le métro. Donc ces créatrices ne se contentent pas de produire un vêtement. Elles apportent aussi une sensibilité vécue et une sensibilité critique des normes patriarcales. Elle semble plutôt d'accord avec vous, Audrey Millet. Est-ce que finalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'un homme couturier, en fait, il habille une femme comme lui les voit, c'est-à-dire avec un male gaze finalement? Oui. En tout cas, c'est l'héritage que les directeurs artistiques ont, puisque
tout au long du XXe siècle, dans la deuxième moitié, là où c'est la mode contemporaine comme on la connaît aujourd'hui, c'est comme ça que les historiens datent. À partir des années 50, disons, beaucoup d'hommes couturiers célèbres, dont Christian Dior, ont créé une vision de la femme fantasmée, la femme idéale selon eux. Et c'est quelque chose qu'on a entendu ensuite chez McQueen, chez John Galliano, de dire « moi, c'est la femme comme ça que je la vois, moi, je suis inspirée de la femme aristocratique, de la danseuse, de ci, de ça », de créer des stéréotypes comme ça. Et même si aujourd'hui, c'est moins verbalisé de façon aussi stigmatisante, effectivement, ça reste une vision projetée, une projection, un fantasme. Et qui embauche en fait les directeurs et directrices artistiques des grandes maisons de couture? Je ne suis pas dans le processus et je ne candidate pas à ce type de poste. Je ne saurais pas exactement dire. Mais en gros, il y a des chasseurs de tête qui sont missionnés par les maisons de luxe pour commencer à faire des entretiens et à discuter. Mais après, il y a... C'est pas comme en F1, mais disons qu'à peu près, il y a 20 grands postes, il y a 20 pilotes de F1, il y a 20 grands directeurs artistiques des 20 plus grandes marques au monde. Donc, ils savent très bien qu'il reste une dizaine de profils environnants qui sont déjà directeurs artistiques de grandes maisons et qui pourraient potentiellement convenir. Donc, ils sont appelés. C'est un tout petit milieu. Est-ce qu'on voit davantage les hommes directeurs artistiques comme des chefs d'entreprise plutôt que comme des créateurs et les femmes plutôt comme des personnes qui sont déconnectées du monde de l'industrie, de la finance, qui ne voient pas en termes de croissance de marque? Je ne sais pas. Mais ça serait une énorme erreur de le voir comme ça, étant donné que la designer qui a le mieux vendu ces dernières années, c'est Maria Grazia Chiuri chez Dior. Donc, de penser que les femmes ne pourraient pas avoir la double casquette, ce serait une énorme erreur. Ce qui est surprenant d'ailleurs chez Dior, qui est une des plus grandes maisons de couture, des plus anciennes, des plus connues en tout cas au monde, c'est que c'était la première femme à ce poste. Oui, alors, Dior a beaucoup travaillé avec sa sœur, qui a d'ailleurs été résistante et emprisonnée pendant la Seconde Guerre mondiale, mais elle avait un rôle dans l'ombre, en effet. C'est la première femme à ce poste et on a encore des maisons aujourd'hui qui n'ont jamais eu de femme à la direction artistique. Et pourtant, elles sont très présentes dans les maisons de couture, puisque même si on a souvent un homme qui dirige, dans les ateliers, les couturiers sont des couturières, des premières d'atelier, c'est quand même très largement féminin. Oui, la couturière. Le couturier, où le terme est beaucoup plus noble et c'est l'équivalent du directeur artistique aujourd'hui, a majoritairement été endossé par des hommes, à l'exception de, comme vous le disiez, Gabrielle Chanel, Madeleine Vionnet, Schiaparelli. Est-ce qu'on peut dire fondamentalement que la mode et le féminisme sont des termes compatibles? Est-ce que ça n'est pas fondamentalement antinomique? Non. Non, moi je crois que c'est fondamentalement compatible parce que le vêtement, c'est un moyen de maîtriser le message qu'on renvoie de soi. Donc à partir de là, on peut porter... il faut au contraire s'intéresser à la mode, je pense, en tant que femme, pour reprendre aussi le contrôle de son image et savoir quelles informations on veut renvoyer, quel code on veut accepter que l'autre décode de nous. Je vous propose qu'on écoute d'ailleurs l'opinion d'Audrey Millet, toujours au micro de Jenny Ben-Brahim sur ce sujet. Le féminisme a longtemps vu dans la mode un instrument d'aliénation, l'hypersexualisation des femmes, la réduction également de leur identité, à leur apparence, et toutes les polémiques que l'on connaît sur l'anorexie et l'uniformisation des corps. Mais la mode est aussi un outil d'émancipation, un moyen de s'affirmer. Elle permet aux femmes de réaffirmer leur identité, de se montrer créatives. Et c'est un terrain d'expression d'une manière générale pour les minorités. Donc il est possible de les faire dialoguer. On est toujours un peu dans l'ambivalence avec la mode. Oui, mais je pense que c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il y en a pour tous les goûts et qu'il n'y a plus spécialement de notion de tendance. C'est que la mode s'est dit que pour arrêter d'être antinomique d'une saison sur l'autre, il valait peut-être mieux que chacun fasse ce qu'il veut. Et ça passe aussi par certains créateurs qui vont adorer le plat ou les chaussures très épaisses mais très confortables, type Nicolas Ghesquière chez Louis Vuitton, et d'autres créateurs qui ne jurent que par les talons. Et au moins, aujourd'hui, il y en a pour tout le monde. Là où, dans les siècles passés, en effet, une mode comme celle du corset, qui était contraignante, pouvait durer des siècles. On a parlé des créatrices dans l'industrie de la mode. Il y a aussi donc les clientes et les modèles. Et cette mode de l'ultra-maigreur qu'on pensait révolue avec le retour, ou en tout cas l'arrivée de la body positivity des modèles plus size. Natasha Vesnich et Olivia Salazar-Winspear se sont intéressées à ce phénomène et à ses limites. La maigreur est de retour sur les podiums. Les derniers défilés de mode parisiens en sont le témoin. Pourtant, des mannequins grande taille comme Ashley Graham ont déjà défilé pour Dolce & Gabbana, Christian Siriano ou encore Michael Kors. La Française Leslie Sidora était récemment l'égérie de grandes marques de prêt-à-porter.
Mais aujourd'hui, le body positivisme qui prône l'acceptation de soi se fait de plus en plus discret. Selon Vogue Business, 0,8% des mannequins de la Fashion Week printemps-été 2025 étaient de taille non standard. Un chiffre en net recul par rapport à il y a 5 ans. Même les modèles confirmés voient leur contrat fondre comme neige au soleil. On se connaît toutes, on connaît celles qui travaillent le plus. Et même quand ces filles-là n'ont plus de contrat, qu'elles t'écrivent pour te dire « Moi aussi, je recommence à servir des cafés », c'est qu'il y a un vrai problème. Les marques qui s'étaient lancées sur les grandes tailles font marche arrière. Old Navy, par exemple, proposait des tailles au-delà du 60 en magasin. 1 an plus tard, presque toutes les grandes tailles ont disparu des rayons. Le retour de la maigreur sur les podiums se reflète aussi chez les célébrités et les influenceurs. Dernier exemple, l'actrice Lily Collins, photographiée à l'occasion du défilé Calvin Klein à New York, a été vivement critiquée sur les réseaux sociaux pour son corps jugé trop maigre. Mais paradoxalement, sur ces mêmes réseaux, un phénomène baptisé Skinny Talk relaie des vidéos prônant des régimes extrêmes. Un phénomène dénoncé par des médecins et des parents qui appellent TikTok à mieux encadrer ces dérives. Si des pathologies graves comme l'anorexie ne sont pas nouvelles, l'utilisation de certains médicaments utilisés comme coupe-faim inquiète certains experts. Ils affirment que les médicaments comme l'Ozempic, un antidiabétique détourné pour maigrir, ont changé la donne. Des personnalités de premier plan comme Serena Williams en recommandent même l'utilisation, comme dans cette publicité pour une firme de télémédecine qui commercialise des analogues de l'Ozempic. L'actrice Rebel Wilson, mais aussi l'animatrice Oprah Winfrey, ont aussi admis y avoir eu recours pour contrôler leur poids. Reste la question de fond, celle de l'apparence dans une industrie où l'image est reine et où la diversité corporelle ne semble toujours pas être la priorité. Saveria Mandela, à quel moment c'est devenu désirable d'être extrêmement maigre ? À partir des années 90, on a les top modèles qu'on a toutes encore en tête, Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Naomi Campbell dans les années 80, qui sont progressivement remplacées début 90 par Kate Moss. Kate Moss qui est en fait une enfant. Quand elle est recrutée, elle a 14 ans et quand elle devient très célèbre, elle en a 16. Puis elle fait sa première campagne Calvin Klein, n'a pas tout à fait 18. Donc elle a un corps d'enfant. Sauf que son visage séduit tellement, parce qu'il apparaît dans un magazine pour jeunes qui s'appelle The Face, qu'à partir de là, les bookers de mannequins, donc les chasseurs de têtes de mannequins, vont se mettre à chercher ce même type de physique, très androgyne parce que pas encore formé, méconnu du grand public, très enfantin. Et donc, on va aller vers les pays de l'Est, recruter des filles plus fines, avec des traits plus fins, plus doux que ceux d'Europe centrale, etc. Et donc, arrive petit à petit une maigreur consentie dans le milieu de la mode. Parce qu'aujourd'hui, les mannequins qui défilent, c'est plus du 36, c'est même pas du 34, c'est quoi? C'est taille 32? Oui, ça équivaudrait pour nous, qui faisons à peu près globalement 1m65, 68, 1,32, mais après les filles font 1m80, grand minimum 1,75. Donc pour elles, ça fait des 34-36, mais les mannequins très maigres défilent surtout en haute couture parce qu'on cherche quand même des mannequins plus minces pour porter des vêtements prototypes. Et dans ce cas-là, on pourrait dire que ça équivaudrait à un 34, 32, 34. Moi, personnellement, ça ne me fait pas envie. Quand je vois des vêtements, j'ai envie d'avoir l'impression que la personne a mangé les 15 jours qui précèdent, mais c'est peut-être mon opinion personnelle. Allez, on va finir cette émission sur une note positive tout de même. Quels sont les talents féminins que vous avez repérés qui, d'après vous, seraient les grands noms de demain ? Regardez, du côté de la Fashion Week de New York, il y a beaucoup de créatrices qui ont lancé leur marque et qui maintenant y défilent. Je pense notamment à Catherine Holstein qui a fondé la marque Kate et qui, elle, est une vraie businesswoman, ce qu'elle incarne dans ses vêtements d'ailleurs, mais en plus d'être une excellente créatrice. Et puis, Simone Rocha. C'est très romantique, c'est très rococo, mais elle est excellente. Eh bien, merci beaucoup pour ces noms. On va garder un œil sur ces personnes prometteuses. Et merci à vous, Saveria Mandela, d'être venue nous parler de ce monde de la mode de plus en plus masculin. Mais on ne perd pas espoir. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.